J'ai régulièrement dit que la zone sahélienne, en fait, qui va de l'océan Atlantique, de la côte sénégalaise jusqu'à la mer Rouge, les côtes somaliennes, avec une douzaine de pays, dont le nôtre, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, est la zone qui est la plus impactée par les changements climatiques sur l'ensemble de la planète. Et c'est là depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas seulement parce que c'est maintenant qu'on parle de climat qu'on se rend compte que c'est dévastateur. Mais nous subissons les effets du changement climatique depuis plusieurs décennies. Les grandes sécheresses des années 70 qui ont décimé le cheptel, qui ont entraîné des pertes de ressources naturelles très très importantes et des migrations, qui ont entraîné des migrations majeures dans notre zone, en témoignent depuis ces périodes-là. La plupart de ces pays ont perdu, ces 50 dernières années, plus de la moitié de leur forêt. Au moins le tiers de leur eau de surface. Quand vous prenez le lac Tchad, par exemple, le lac Tchad a perdu plus de 70% de sa superficie en eau de surface ces 30 dernières années. Et au même moment, la zone sahélienne est la zone où la population croît le plus, avec une démographie très dynamique. Donc vous avez plus de population, moins de ressources naturelles, ça crée des chocs. Une bonne partie du terrorisme dans cet espace-là s'explique d'abord par la raréfaction des ressources et la pauvreté des populations. Et donc, c'est une zone qui a besoin d'assistance. C'est une zone où les États sont fragiles. C'est une zone où les territoires très vastes, très étendus sont faiblement contrôlés par les États et où les populations vivent dans des conditions très difficiles. Ça, c'est le tableau du Sahel. C'est pourquoi la plupart des pays les plus pauvres au monde sont dans la zone sahélienne. Ça, c'est un constat froid qu'il faut faire. Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les contraintes climatiques, les contraintes liées à l'environnement, vous avez les contraintes liées aux populations. Vous avez aussi les contraintes liées aux États et à leur incapacité à gérer leur territoire, à gérer leur population, à gérer les ressources qui sont déjà modestes à leur disposition. Vous avez aussi beaucoup de mauvaise gouvernance, beaucoup de corruption, beaucoup d'incapacité des ressources humaines impliquées dans la gestion des États, donc ce qui, encore une fois, fragilise l'espace. Je pense aussi que la coopération internationale a joué un rôle dans la paupérisation du Sahel, parce que la plupart des pays étant de capacité faible, se sont vus imposer des stratégies de développement, des stratégies de gestion qui ne sont pas vraiment appropriées, ni sociologiquement, ni politiquement, ni administrativement à notre contexte. Ce qui a aussi déstructuré un peu nos tissus socio-économiques. Donc la coopération internationale aussi a joué un rôle dans cette situation. Évidemment, nous avons les questions de sécurité qui constituent la réalité aujourd'hui dans laquelle nous vivons et qui sont plutôt les conséquences des autres incapacités. C'est tous ces défis que nous devons relever. Nous avons notre part du boulot à faire, les Sahéliens, les élites sahéliennes, les États, mais nous avons aussi besoin, mais vraiment de manière profonde, d'assistance extérieure. Ça a été un facteur accélérateur, mais il faut savoir que les groupes terroristes étaient déjà présents sur notre territoire au moins 10 ans avant l'intervention libyenne et l'intervention occidentale en Libye. À la suite des lois de concorde civile en Algérie, à la suite aussi de la reprise en main du contexte sécuritaire algérien par l'armée algérienne, il y a beaucoup de groupes terroristes algériens qui se sont repliés vers le sud de l'Algérie et le nord de notre pays. Ça, c'est depuis la fin des années 90. Comme ces groupes se sont infiltrés par petits groupes, par individus, l'État malien n'a pas été suffisamment vigilant pour dire que ce sont des menaces qui apparaissent, il faut que nous fassions attention. Au contraire, l'État malien a plutôt laissé faire. C'était des relations sociales qui se nouaient au nord de notre pays. Certains investissaient dans le domaine social, dans le domaine économique. Et bon, donc on a plutôt laissé faire. Ces groupes se constituant ou se reconstituant peu à peu ont commencé à s'adonner au trafic. Au trafic de cigarettes, au trafic de drogue, mais aussi au trafic des êtres humains et au trafic des otages. Donc les prises d'otages ont commencé au début des années 2000. Tout ça, c'est longtemps avant l'intervention en Libye.
Donc, sont arrivés à se développer, à devenir des forces significatives sur notre territoire au Mali. On se rappelle bien les années 2000 où les otages étaient libérés, on les présentait, il y avait des rançons qui étaient versées, ce qui de nature renforçait ces groupes. Donc les conditions étaient déjà réunies, faiblesse étatique et autres faiblesses pour que la situation puisse s'empirer. Vous savez aussi que sur notre territoire, il y a des tentations séparatistes depuis les années 60. Donc ces tentations séparatistes aussi ont pu exister dans la zone. Les premières révoltes dans les années 2000 datent de 2006-2007, avec Ibrahim Bahanga, je crois qu'on se rappelle. Tout ça, c'est des germes. Maintenant, le facteur X, qui a été un facteur déclencheur majeur, effectivement, c'est l'intervention en Libye, parce que ça a fait que beaucoup de combattants qui étaient séparatistes ou affiliés à des séparatistes maliens qui étaient en Libye se sont retrouvés dans notre pays avec armes et bagages. Ils n'ont pas été désarmés par l'État qui n'en avait pas la capacité et ça a créé les conditions pour que la rébellion puisse commencer et que le terrorisme aussi, lié à la rébellion, puisse aussi se développer jusqu'à ce qu'on arrive à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. C'est vrai, c'est un facteur extérieur déterminant, mais les conditions intérieures étaient aussi réunies pour que ce facteur extérieur puisse être aussi dévastateur qu'il fut. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrorisme tel que nous le vivons dans notre contexte est un peu différent du terrorisme tel qu'il est perçu à l'extérieur. Il faut vraiment qu'on le comprenne. J'ai dit tout à l'heure, à l'origine, ce sont des Algériens qui sont arrivés avec d'autres nationalités qui se sont métastasés et sont devenus des forces importantes. Mais le terrorisme aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec cela. Aujourd'hui, le terrorisme, il est national. 90% au moins des groupes terroristes qui sont présents sur notre territoire sont des Maliens. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce terrorisme national est aussi local. C'est-à-dire les populations impliquées dans l'aventure terroriste sont aussi des populations qui sont profondément enracinées localement. Ils connaissent les réalités locales, les liens de parenté, donc très fortement imbriqués dans le tissu social. Ce ne sont pas des divisions armées avec des tanks, avec des avions ou avec des véhicules blindés qui se battent. Ce sont des personnes à pied, à moto, à dos de chameau, qui sont imbriquées dans la population, qui n'ont pas de base quelque part que vous pouvez voir et attaquer. C'est très difficile de se battre contre ce type d'ennemi. C'est ce qu'on appelle couramment la guerre asymétrique. Pour se battre contre ce type d'ennemi, on a plus besoin d'intelligence que d'armes. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit. Il faut qu'on utilise l'intelligence. Nos intelligences sociales, économiques, politiques, administratives, religieuses, nous devons les utiliser et les armes viendront compléter cela. Et tant que nous ne le faisons pas, nous allons tourner en rond. Donc les interventions extérieures avec des armes, avec des drones, avec des avions de combat, des hélicoptères, des tanks, oui, mais c'est très loin de pouvoir vaincre ce type d'ennemi. Ce n'est pas les mêmes dimensions de combat. Donc il faut tenir compte de cela. C'est ce qui explique que toutes ces interventions extérieures n'ont pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'elles ne peuvent pas obtenir les résultats escomptés. La solution est c'est chez nous. C'est nous-mêmes qui devrons développer les intelligences et les capacités pour mettre fin à ces aventures violentes et dangereuses. Nous avons besoin d'aide, mais le facteur déterminant, c'est nous-mêmes. Quand nous vivons les mêmes réalités, nous n'avons pas le choix, nous devons travailler ensemble. Il faut savoir qu'avant l'AES, il y a eu déjà beaucoup d'organisations. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1973, avant même que moi-même je sois né, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, nous avons créé le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, qui s'appelle le SILS, qui existe encore. Parce que nous avons compris que nous vivons la sécheresse, qui est un impact des changements climatiques, tous ensemble, et donc devons nous mettre ensemble pour pouvoir le combattre. Nous l'avons compris en 1973, il y a plus de 50 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que l'illustration de cette compréhension. Après le SILS, il y a eu le Liptako Gourmand qu'on a créé. Beaucoup plus récemment, le G5 Sahel, qui avait les mêmes vocations. Et donc, l'AES est dans la continuité de ça. Moi, j'applaudis des deux mains
les États qui se mettent ensemble pour faire face aux défis communs. Après, maintenant, il faut avoir une réelle volonté. Il faut avoir une vision commune et partagée. Il faut maintenant que des résultats concrets puissent être visibles sur le terrain. Les frontières sont artificielles, ça ne date pas de maintenant. Ah, ça, nous le savons tous. Ce sont des personnes qui se sont assises dans des bureaux en Europe et qui ont tracé des frontières. Souvent passées au milieu d'un village. Une partie du village est dans un pays, une autre partie du village est dans le pays. Allez à Kouré-Malé, entre le Mali et la Guinée. Vous allez comprendre, il y a Kouré-Malé-Guinée, il y a Kouré-Malé-Mali, c'est les mêmes. Mais c'est une frontière qui passe entre eux deux. Les frontières sont vraiment artificielles, ne correspondent à rien. Le problème, c'est qu'au moment où nous sommes allés en indépendance, la question des frontières s'est posée et l'OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, a réglé cette question de manière pragmatique et de dire, mais si aujourd'hui on enlève les frontières, qu'est-ce qu'on met à leur place? Les États sont déjà indépendants, reconnus internationalement, avec leur drapeau, avec leur hymne, avec leur État. Et il faut bien qu'il y ait des délimitations. Donc l'OUA a retenu le principe de l'intangibilité des frontières. Les frontières sont artificielles, mais nous devons les reconnaître. Si nous ne les reconnaissons pas, ça va être la guerre entre les États, puisque les États existent de fait et fonctionnent et sont reconnus internationalement. Donc ça, c'était du pragmatisme. Aujourd'hui, le même pragmatisme doit nous amener à essayer de dépasser les frontières de manière intelligente. Je me rappelle, le président Alpha Oumar Konaré du Mali, dans les années 90, avait développé ce qu'on appelle le concept de pays frontière. C'était très intelligent. Malheureusement, il n'a pas eu le temps lui-même de le développer, mais il n'a pas été vraiment soutenu ni d'abord au Mali et ensuite ailleurs. Il s'agit de faire en sorte que nos pays, dans leur espace frontalier, créent des zones où les citoyens pourront avoir les mêmes droits, quelles que soient les parties des frontières où ils se trouvent. Créer la citoyenneté transfrontalière. Quelqu'un qui a la frontière du Mali et de la Guinée, il puisse avoir les mêmes droits que les Guinéens de l'autre côté. Ils puissent circuler librement, ils puissent commercer et ainsi de suite. Donc on obtient un effacement progressif de la frontière et de manière pragmatique. Je pense que c'est ce que nous devons essayer de faire. Ensuite, dans un second temps, sur le plan institutionnel, la collaboration entre les États. On parle aujourd'hui que l'AES soit une fédération demain. En ce moment, les frontières disparaîtront. Et moi, j'appelle ça de mes voeux, puisque nous voulons tous que l'Afrique soit un seul pays à terme. Mais si 3 pays peuvent ensemble créer un seul pays, ce sera le noyau des États-Unis d'Afrique. Maintenant, est-ce qu'on va y être? On verra bien. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord nous-mêmes de savoir où nous allons. Le partenariat est le partenariat. Il vient s'ajouter à un dispositif qui existe. Les circonstances actuelles où on parle beaucoup de souveraineté sont propices à ce que nous définissions nous-mêmes notre voie. Qu'on le fasse seul ou qu'on le fasse à 2, à 3 ou à 4, c'est une bonne chose. Après, maintenant, le partenariat pourra être sollicité. En ce moment, ce n'est pas le partenaire qui va donner sa voix, mais le partenaire va dire ce qu'il peut faire pour nous aider dans notre voie. Moi, à mon avis, c'est ça la direction appropriée qu'il faut prendre. Ça nécessite que les élites soient des responsables avec des visions compétentes, honnêtes et avoir la légitimité nécessaire avec le peuple pour travailler dans cette direction. Je suis sûr que si nous arrivons à avoir des élites de ce type, avec des visions de ce type, le partenariat pourra se faire de manière un peu plus efficace et c'est là où justement on aura un système innovant. Plutôt que ce soit le partenaire qui vient, qui dit que bon, moi j'ai 2 milliards de dollars, je veux investir dans l'aménagement des eaux, je veux vous aider à pouvoir faire de l'irrigation, que le partenaire vienne trouver déjà que nous avons une stratégie d'irrigation et qui dise bon, moi mes 2 milliards, je vais allouer sur votre stratégie d'irrigation. C'est ce vers quoi nous devons nous orienter et c'est ça l'originalité que vous évoquez dans votre question. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste pour plusieurs raisons. La première raison est que les évolutions technologiques que nous voyons dans le monde vont faire que même les pays qui sont en voie de développement comme nous pourront avoir plus d'outils pour faire face aux défis
environnementaux, climatiques avec plus d'efficacité. Je vous donne juste un exemple, ça c'est l'énergie solaire. Il y a 20 ans, l'énergie solaire était 20 fois plus chère que l'énergie thermique. Aujourd'hui, l'énergie solaire est à peu près au même prix que l'énergie thermique, souvent même moins chère. Regardez aujourd'hui au Mali, vous avez des panneaux partout et vous avez beaucoup de citoyens aujourd'hui qui produisent eux-mêmes leur énergie solaire. Et l'énergie solaire va être de moins en moins chère. Donc on va arriver à un moment où l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie sera une réalité dans nos pays. Ça, il n'y a vraiment pas de doute dessus. Et quand on a l'énergie, on a l'eau. Quand on a l'énergie, on a la production agricole. Quand on a l'énergie, on a beaucoup d'autres domaines. Moi, je suis optimiste pour cette raison, les évolutions technologiques. Je suis optimiste aussi parce que beaucoup de grands pays au monde déclinent en termes de population. Les réserves de jeunesse seront en Afrique, et notamment au Sahel. Donc nous pourrons développer des partenariats et des collaborations avec des pays où il va y avoir des échanges de compétences. Nous allons envoyer des main-d'œuvre qui vont servir, qui vont se former et qui en retour vont générer des ressources et même des compétences pour nous ici, grâce aux technologies, mais aussi grâce aux compétences humaines que cela entraînera. Cela va beaucoup aider nos pays à pouvoir vraiment accroître leur marche vers le progrès. Troisième élément d'optimisme, ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens reprochent à nos pays d'être dans les juntes militaires avec des coups d'État, oui. Mais ces juntes militaires et ces coups d'État ont été un facteur accélérateur du patriotisme et du nationalisme comme je n'ai jamais vu dans ma vie jusqu'à présent. Aujourd'hui, nos peuples sont très très à cheval sur la notion de patriotisme, de nationalisme, d'attachement au pays. Ça, c'est l'ingrédient qui manque au développement. Et cet ingrédient, nous sommes en train de l'avoir. Maintenant, il faut qu'on l'entretienne. Et il ne faut pas que ces gens te déçoivent. Parce que s'ils déçoivent, leur déception va entraîner aussi le reflux du patriotisme et du nationalisme. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut qu'on aide les différentes juntes militaires à pouvoir gérer ces transitions et à maintenir les acquis qui ont été développés par ces transitions-là. Plutôt que d'essayer de les combattre et de les contraindre, pour moi, il faut les aider à finir ces périodes de transition dans les meilleures conditions et ne pas entraîner de déception encore de nos populations. Donc maintenant, ce nationalisme et ce patriotisme, c'est ce qui va permettre à nos pays de pouvoir à nos populations de pouvoir se sacrifier, de faire des efforts pour entraîner un développement important demain. Moi, je suis optimiste. Je pense que dans les décennies à venir, si on arrive à combiner de manière intelligente ces facteurs-là, oui, demain nous appartiendra.